L'adolescence est une période de transition pendant laquelle l'enfant accède progressivement à son autonomie. Mais alors, cela se fait-il naturellement? Comment les parents peuvent-ils accompagner leurs adolescents pour que cette période de transition se passe dans les meilleures conditions? Y a-t-il des pièges à éviter, des risques à accepter? C'est ce que nous allons voir tout de suite avec Pierre Amadio, éducateur spécialisé au Centre d'hébergement et réinsertion sociale de l'AMI, et Quentin Brier, coordinateur éducatif à la Maison des adolescents de Meuse et formateur en discipline positive. Bonjour et bienvenue sur le plateau de Parents, tout va bien, on va parler adolescence et autonomie et pour cela une batterie de questions. On va commencer avec vous Quentin, je rappelle que vous êtes coordinateur éducatif ici à la Maison des adolescents de la Meuse. Une première question très concrète, observe-t-on un âge à partir duquel l'enfant devenu adolescent manifeste l'envie d'échapper si l'on peut dire, à la dépendance à ses parents? Je pense qu'échapper, c'est un terme qui est plutôt bien adapté, parce que on va avoir une fuite un peu de l'adolescent, du référent parent. Alors dire s'il y a un âge exact, je pense qu'on ne pourra pas le déterminer de manière précise. Après, il y a une période qu'on a appelée adolescence qui est justement pour désigner la période d'individuation où l'adolescent va mettre un peu à mal le cadre familial, pour justement un peu décréter ses propres règles avec ses propres envies, où il va un peu ressentir un peu plus ses besoins et identifier des nouveaux besoins sur lesquels il va falloir qu'il teste un peu les règles des parents. Donc il n'y aura pas forcément d'âge précis, mais on peut estimer qu'à partir de l'entrée au collège, il y a déjà des premières tentatives de sa part pour avoir un peu plus de liberté, on va dire. C'est un premier pas. C'est le premier pas. Pierre Amadio, vous êtes éducateur spécialisé. Pour rappel, une question d'une maman qui nous écrit pour nous indiquer que plus son enfant grandit, plus il est difficile de lui laisser de la liberté dans la mesure où il sort du cadre, il se met à mentir de plus en plus, voire même à voler de l'argent à la maison. Que répondre à l'inquiétude de cette mère? Alors en fait, l'autonomie se définit comme le fait d'obéir à ses propres lois. C'est-à-dire que c'est pas vraiment de la liberté ou de l'indépendance. En fait, on est autonome par rapport à un environnement, par rapport à un individu, par rapport à ses pairs. Donc c'est-à-dire que sur ces questions de liberté, les parents peuvent laisser les enfants sortir, mais ils doivent pas oublier non plus leur rôle de parents qui sont là en fait pour poser le cadre. Alors la crise de l'adolescence est effectivement une période difficile à vivre avec tous les problèmes qui vont avec, mais l'adolescent étant en quête d'identité et en quête de repères, il va s'expérimenter hors du cocon familial où là en fait il considère que c'est de l'acquis. Donc en fait il passe beaucoup moins de temps à entretenir ses relations. Il va voir vers l'extérieur, avec ses pairs, il est à la recherche de nouvelles expériences, donc sur cette quête d'identité, comme je dis. Et la liberté, en fait, ça veut pas dire, tu fais ce que tu veux. C'est-à-dire, ça se fait sous une certaine forme, ça se fait avec un cadre aussi, et on peut pas faire tout et n'importe quoi. Donc, faut pas oublier non plus, les parents, c'est une période difficile, mais bien tenir un cadre, et ne pas oublier que même si ces adolescents n'éprouvent pas, eux, le besoin verbalement d'avoir de la reconnaissance, ils en ont besoin quand même, et d'avoir une figure de repère avec le papa et la maman, quoi. Je vais rebondir parce que j'aime bien le concept de dire que finalement, il y a déjà l'acquis des relations parents. Je pense qu'en effet, l'adolescent, c'est quelque chose qu'il a complètement intégré, hein. Il sait très bien comment ça se passe. Et je pense que le mensonge, alors je n'utilise pas trop ce terme-là dans mes accompagnements parce que c'est péjoratif, mais on va dire la divulgation de vérité, c'est plus poétique. Du coup, elle vient surtout du fait que, par définition, l'enfant ne veut pas décevoir les parents. Et pour justement être pas dans cette déception et en même temps répondre à ses besoins, alors liberté entre guillemets, du coup je vais suivre un peu ta logique, c'est comment je vais pouvoir à la fois répondre à mes nouveaux besoins sans pour autant décevoir mes parents. Et je pense que là, souvent, c'est souvent un manque de communication. Je vais pas condamner les parents parce que je pense qu'on est tous confrontés à un moment donné sur des mensonges de nos enfants. Mais c'est à un moment donné une communication qui se fait mal ou qui se fait pas et qui va justement pousser l'adolescent à être dans ce comportement de transgression et de camouflage un peu de la transgression. Ce qui peut emmener
jusqu'au mensonge, et donc à l'inquiétude des parents, et donc peut-être à la restriction des libertés de l'adolescent. Dans le sens où le parent n'étant pas en confiance avec son adolescent, il va essayer de jalonner un maximum les règles autour de lui pour justement éviter alors que finalement, ça va être un cercle vicieux parce que plus le cadre sera restreint, plus l'adolescent va pouvoir le transgresser et justement ça peut amener des ruptures avec le cadre familial. Donc cette maman, par rapport à la question du mensonge, j'ai envie de dire, il serait peut-être intéressant de pouvoir reposer les choses avec son ado en simplement lui demander de quoi tu as besoin et pourquoi tu rentres jamais à l'heure dite ou pourquoi tu veux faire croire que t'étais pas là et donc reprendre les choses avec et essayer de trouver un compromis, quoi. Mais alors justement dans le prolongement de ce qu'on vient d'évoquer, autonomie et confiance vont-elles forcément de pair? Quand est-il indispensable de desserrer un petit peu la vis, même si la confiance n'est finalement pas complètement présente? Déjà, moi, je vais utiliser peut-être une définition d'autonomie un peu différente. Pour moi, l'autonomie, c'est un sac où on peut mettre énormément de choses. Mais quand j'accompagne les familles, l'autonomie, on la définit de la manière suivante, c'est de se dire que c'est la capacité d'un individu à la fois de trouver ses besoins, de comprendre ses besoins, les identifier, et après être soit en capacité d'y répondre soi-même, soit être en capacité de faire appel à des ressources extérieures pour pouvoir aboutir à ses besoins. Donc à partir de cette définition-là, j'ai envie de dire c'est quelque chose qui est peut-être un peu différent. On va différencier l'autonomie, puis le départ de la question c'était par rapport au respect et à la confiance. Et donc on va différencier les deux clairement. La confiance, c'est quelque chose qui va se construire dès l'enfance. C'est-à-dire que le contrat de confiance, quand j'accompagne les jeunes adolescents, je leur dis, vous avez tout intérêt quand on parle souvent du temps de jeu vidéo, par exemple, tout intérêt à respecter les règles et à montrer que vos parents peuvent vous faire confiance parce que dans quelques années, ça va être les sorties avec les copains qui vont être négociées sur la table. Et si vous avez respecté la confiance qui existe entre les parents et vous, dans ce cas-là, il y aura plus de facilité justement à acquérir de l'autonomie et de la liberté. Donc, même si on différencie les deux, encore une fois, Pierre. Justement, Pierre, je me tourne vers vous, un point éventuellement épineux, aussi bien pour les papas que les mamans qui viennent vers nous, qui nous écrivent. On se rend compte que la crainte d'autonomie, elle paraît plus forte quand il s'agit d'une jeune femme. Comme par exemple cette mère, on a un cas concret qui s'inquiète des rencontres nocturnes, par exemple, que pourrait faire sa jeune fille de 16 ans. Doit-on faire une différence entre les libertés laissées aux garçons et celles laissées aux filles? C'est une question un petit peu dans l'air du temps, si l'on peut dire. Juste pour revenir sur l'autonomie dont parlait Quentin, quand je disais obéir à ses propres lois, c'est étymologique, c'est une définition. Et du coup, effectivement, c'est faire s'adapter à son environnement, aux situations auxquelles on a affaire. On peut solliciter, il y a plein de sortes d'autonomie différentes. On a une autonomie matérielle, ça peut être l'argent, ça peut être d'autres choses. On peut parler d'autonomie de déplacement. Et l'autonomie, c'est-à-dire après intellectuelle, c'est plus pour tout ce qui est entreprendre des actions, tout ce qui est le fait de raisonner. Enfin, quand on dit des libertés, en fait, c'est avoir connaissance des lois, les comprendre et les interpréter après par la suite. C'est un petit peu la compréhension de tout ce qui est autour de la personne. Après, au niveau de la question que vous me posez, c'est cette maman qui quelque part question du genre. Je vois bien que tu essaies d'éviter la question, mais il va falloir y répondre. C'est vrai que c'est une question pas simple. C'est-à-dire que cette maman a une jeune fille de 16 ans et elle se dit, je crains un petit peu pour elle quand elle sort, par exemple, le soir. Et c'est vrai que quand on est parent d'un garçon ou d'une fille, est-ce qu'on peut différencier un petit peu l'autonomie qu'on peut laisser à son adolescent? Après, tout est aussi question de confiance, je pense. Cette jeune fille, est-ce que, par rapport à son environnement, il y a aussi des personnes de confiance, des personnes ressources sur lesquelles la maman peut se reposer. Parler de restriction de liberté par rapport au genre, ça m'interroge. Oui, c'est compliqué. Je pense qu'il faut faire ça au cas par cas. Faut sentir les choses. C'est mal dit, mais juste. Il y a aussi des signes qui font que on peut voir que sa fille, son adolescente peut être soit en danger ou qu'elle a des mauvaises fréquentations. Donc après, je pense qu'il faut analyser un petit peu toute la situation et de manière globale, mais on peut pas dire que les adolescentes pourront sortir après les adolescents, quoi. Non. Puis je pense qu'il y a un vrai, on va pas se mentir, il y a quand même une vraie différenciation. Je le vois au quotidien dans les sites d'accompagnement.
au niveau des libertés qui sont laissées à des jeunes filles par rapport aux libertés qui sont laissées à des jeunes hommes, il y a une différence. Parce que je pense que les angoisses, ces barrières qui sont posées, qui n'ont pas lieu d'être, elles sont posées avant tout à cause des angoisses des parents. Et on va arrêter de différencier les deux. Je pense que, de base, tout ce qui est angoisse et tout ce qui est peur du parent, on dit la peur n'évite pas le danger. Finalement, c'est une réalité, la peur n'évite pas le danger, mais la peur doit être abordée. Et les angoisses des parents doivent être abordées avec leur adolescent. C'est primordial et je pense que c'est quelque chose qu'on s'interdit parce que déjà on a peur d'être maladroit dans les questionnements. On va être dans des choses, peut-être que nous spontanément en tant que parents, on va dire j'espère que tu vas pas boire d'alcool. Alors c'est que l'angoisse finalement c'est de retrouver son fils en coma ou son fils ou sa fille. Vous voyez, je fais encore des différences. Son fils ou son enfant dans un coma, dans un état de coma éthylique ou des choses comme ça. Donc je pense que le fait d'aborder le sujet, est-ce que en prétextant tu vas à la soirée de ton copain là, du coup est-ce qu'il y aura de l'alcool alors l'adolescent est pas bête, c'est très bien qu'il va dire non mais c'est très bien parce que tu sais que moi je suis inquiet par rapport à l'alcool parce que il peut y avoir des conséquences, tu sais un peu comment ça peut se passer, peut-être d'aborder les choses, de dire que pour moi parent c'est inquiétant et que je souhaiterais pas, je serais très malheureuse de te voir dans tel état ou très malheureuse d'apprendre que après de laisser dire qu'il y a des expériences qui vont se faire, il y a des rites de passage qui existent par rapport aux sorties, par rapport à la vie sexuelle, par rapport à tout ça, mais je pense que d'en discuter en amont d'avoir un vrai dialogue en fait d'adulte à adulte, de considérer son adolescent comme un adulte au niveau de ces discussions-là, ça peut laisser en fait voir à l'adolescent qu'il y a une confiance qui s'installe et qu'il y a possibilité d'en discuter. Parce que la difficulté, c'est pas forcément de prévenir, mais ça va être que le jour où ça peut arriver, que cet adolescent il ait le bon réflexe, appeler les pompiers, ou alors se déclarer si on est victime d'agression, de choses comme ça, pour avoir la confiance suffisante pour venir en parler aux parents, parce que c'est surtout là où il y a un enjeu clé. Et si ces bonnes premières expériences se passent bien, derrière l'autonomie et l'autonomisation, elle va se faire de manière plus facile. Cercle vertueux. Et là, de toute façon, tout le temps, je dis tout le temps aux parents, c'est passer du cercle vicieux au cercle vertueux, c'est trouver les appuis pour qu'on puisse basculer de l'un à l'autre. Alors, on a parlé spécifiquement de la problématique, si je puis dire, des adolescentes, mais garçons ou filles confondus. Est-ce qu'il y aurait comme ça un âge où vous préconisez que l'adolescent ou donc l'adolescente peut sortir seul? J'imagine que c'est difficile à quantifier, un âge pivot comme ça, mais à partir de quel moment on peut considérer que c'est faisable? C'est pareil quand on parlait de rite de passage, au niveau de la scolarité, c'est pareil. Quand on arrive au collège, c'est déjà un gros changement. Je pense que la maturité des enfants est singulière en fait. Ça dépend des situations, ça dépend dans quel environnement ils ont grandi, ça dépend de la responsabilité que leur ont donné les parents aussi, ça dépend de la rencontre avec les pairs. Je pense qu'il n'y a pas vraiment d'âge pour sortir. On n'a pas de conseils à donner par rapport à ça. C'est quelque chose qu'on sent. Et justement, s'il y a cette relation de confiance qui a été construite depuis des années, c'est dans la juste continuité des choses, en fait, de dire à son ado, voilà, je te fais confiance. Moi, d'être sur une démarche compréhensive, c'est-à-dire, on se dit des choses, voilà, s'il y a des soucis, il peut avoir des angoisses des parents, mais les angoisses des adolescents, ils les montrent pas vraiment non plus, mais ils ont besoin aussi d'avoir cette fonction de repère des parents pour avoir la confrontation, parce qu'ils s'expérimentent à l'extérieur avec leurs pères, des choses comme ça, sur des choses un environnement qu'ils ne connaissent pas, qu'ils découvrent, on va dire, en fait. Donc, ils ont besoin aussi de repères avec les parents. Donc, je pense que c'est une discussion à avoir aussi avec les parents, et non, je peux pas donner d'âge vraiment. Après, une sortie, c'est quoi? On l'a défini comment? C'est quoi aussi une sortie? Ça peut être une sortie bowling, ça peut être une sortie à partir du moment où ils sortent seuls, quoi. Oui. Après, je pense que c'est un feeling à avoir et de savoir. C'est des discussions. On va dire à la limite une première sortie, ça se prépare aussi avec des discussions avec lui en disant voilà, je te délègue une certaine responsabilité. Responsabilisation. On va voir comment ça marche. On parle des angoisses des parents, d'adolescents et d'adolescentes. Est-ce qu'il existe des outils comme ça pour les parents pour se rassurer d'une certaine manière? L'outil premier, celui qu'on prône, c'est évidemment le dialogue avec son adolescent, mais pas que. On s'aperçoit qu'il y a quand même énormément de difficultés à aborder les problématiques liées au rôle de parent, et il y a la difficulté, elle existe on s'interdit un peu de parler de nos difficultés entre pairs, c'est-à-dire entre parents, avec des amis ou dans la famille, parce que toujours cette difficulté de juger ou de se sentir jugé. Et je pense que le plus bel outil qu'on puisse avoir, c'est justement d'échanger avec d'autres parents sur la question.
Et autant quand ils sont enfants, qu'ils sont petits, je pense que c'est quelque chose on a très peu de mal à faire. Autant quand ils sont adolescents, vu que les difficultés sont un peu plus graves et que parfois il y a des comportements de nos adolescents qui nous déçoivent au niveau de nos valeurs, on a beaucoup plus de mal de l'évoquer. Alors que je pense que la meilleure des choses, ça serait de pouvoir justement en discuter avec les autres. Alors oui, ça va peut-être pas forcément être confortable, mais le fait d'en discuter, ça va permettre aussi de prendre du recul sur certaines situations. D'autant plus pour la question de l'autonomie, puisque finalement le conseil du père, enfin d'un autre parent peut peut-être nous faire nous apercevoir que notre enfant est capable d'être plus autonome que ce qu'on pensait. Je m'explique, c'est-à-dire que peut-être que au regard de mon meilleur ami, mon enfant, il est très autonome sur tel sujet. Moi, en tant que parent, en tant que papa protecteur et un peu inquiet pour mon enfant, j'ai peut-être l'infantiliser. Du coup, le fait d'avoir le regard de l'extérieur, ça va peut-être me permettre de prendre conscience des compétences de mon adolescent et donc d'être un peu plus dans la facilité vis-à-vis de ce travail. Après, je pense que on a beaucoup parlé de feeling, Pierre utilise ce mot-là, je pense que c'est intéressant parce que je pense que à partir du moment où on va vouloir restreindre les sorties ou restreindre une liberté quelconque, c'est qu'on a des questionnements et qu'on a des doutes. Et dans ce cas-là, il faut qu'on s'interroge nous pour savoir comment s'est construit ce doute, comment s'est construit cette angoisse. Et après, quand on a réussi à l'identifier, pouvoir l'aborder d'une manière intelligente. Alors quand je dis intelligente, c'est toujours pareil, c'est de pas être l'accusateur, de pas le faire de manière verticale avec son enfant, mais de le faire de manière horizontale, en posant des questions un peu de curiosité. Ça, c'est des outils, le dialogue, l'échange, c'est quelque chose d'intéressant. Après, pratico-pratique, évidemment, on a fait la chasse au téléphone portable pendant des années, mais je pense qu'il y a beaucoup de jeunes qui peuvent sortir parce que les parents savent qu'ils ont un téléphone portable. Ce qui n'était pas forcément le cas avec les générations précédentes. Donc, ce téléphone portable, il a toute une symbolique. Alors, du coup, c'est beaucoup de liberté d'un coup, et je pense qu'il y a d'ailleurs beaucoup d'apprentissage et d'acquisition d'autonomie qui se fait via l'acquisition de ce téléphone portable. Donc ça peut être un outil pratico-pratique. Puis pour faire le lien avec la question précédente, je pense que on vient d'un milieu rural. Je pense que les premières sorties, elles se feront pas plus loin que la barrière du village et le panneau du village, et que je pense que c'est un bon premier pas pour les sorties avec une horaire sur laquelle on s'est mis d'accord avec l'adolescent, un lieu, puis peut-être même parler des choses qui peuvent arriver si les règles sont pas respectées, parce que souvent c'est ce qui peut être intéressant dans les premiers engagements. C'est-à-dire de se dire, ouais, t'as le droit de sortir jusqu'à 22h30, je veux pas que tu sortes du village, c'est ok pour toi, tu es d'accord? Oui, je suis d'accord. Alors par contre, est-ce que tu sais ce qui peut se passer si tu respectes pas ces règles-là? Qu'est-ce que tu proposes toi? Peut-être même faire travailler l'adolescence sur les conséquences de ces actes. Et dans ce cas-là, ça peut être un contrat qui tient la route. Après, par définition, l'adolescent va le transgresser. Après, le tout, c'est en tant que parent, c'est réussir à pas non plus réfréner nos envies de les voir grandir et du coup fermer un peu les yeux sur certaines choses. Pierre, deux questions en une. Quels seraient les signes qui permettraient d'observer que l'autonomie se passe bien? Et si ce n'est pas le cas, comment peut-on réagir en tant que parent? Alors, l'autonomie dans le sens général du terme, au niveau des sorties, au niveau de... Au niveau des sorties, oui, notamment, effectivement. Ouais. Eh ben, encore une fois, c'est faire ce fameux premier essai, on va dire, en discutant des règles, du sens qu'on y met derrière. S'ils réalisent pas le deal entre guillemets qui a été proposé, qu'est-ce qu'on met après derrière. Ouais, c'est à travers toutes ces choses. Encore une fois, c'est de la discussion, c'est du dialogue. C'est un processus, le phénomène, le processus d'autonomisation, si le terme est correct. Après, l'adolescence, c'est une période où on fait le deuil de l'enfance, la période de la dépendance. Là, on prend vraiment, on veut prendre son envol avec, encore une fois, l'environnement familial et tout ça. Donc, c'est fait d'expérience. Et qui dit expérience, en fait, c'est aller vers l'inconnu et la transgression en fait partie. Donc effectivement, au niveau de l'autonomisation, je sais pas, moi, ça peut être sur l'argent de poche. On peut voir si la gestion se fait correctement, si l'idée n'est pas non plus de d'éplucher chacune des factures de votre adolescent, mais juste de voir si ça se passe bien, s'il n'y a pas d'autres demandes, si finalement il demande de l'argent supplémentaire, ou je sais pas, moi, après, ça peut être demander de faire des travaux à la maison, ça peut être une tonte de gazon, une chose comme ça, pour être payé, je sais pas moi, 5 euros de l'heure, pour leur apprendre aussi que l'argent ne tombe pas du ciel et puis que tout se mérite. Donc ça peut être aussi des processus comme ça, je pense, voir si ils comprennent
que à partir d'un certain âge, on va leur demander d'avoir de plus en plus de responsabilités. Surtout qu'on s'aperçoit en fait d'un phénomène qui est de plus en plus récurrent, c'est qu'on est dans des familles on a des familles qui sont de plus en plus protectrices vis-à-vis de leurs enfants et de leurs adolescents, ce qui fait qu'on préfère des fois ne pas prendre le risque d'eux, et ce qui empêche des fois des expériences d'autonomie. Je pense par rapport notamment à l'argent de poche, c'est que l'expérience argent de poche, elle est souvent mise de côté, alors que c'était quelque chose d'assez mis en place dans les familles, dans le sens où on se dit, qu'est-ce qu'il va faire cet argent? Alors, à 10 ans, 9-10 ans, on se dit, il va acheter des bonbons, il va acheter des trucs, des confiseries, des choses comme ça. Et dès qu'on arrive au collège et qu'il y a toujours cette angoisse de se dire, est-ce qu'il va pas acheter, alors des boissons énergisantes, ça j'en ai plein, même si c'est pas illégal, mais ça reste quand même quelque chose de très angoissant pour les parents. Ça peut être les cigarettes, les choses comme ça. Et on se dit, non, je préfère pas prendre le risque, du coup, je préfère lui donner quand il me demande. Donc, ce qui fait qu'on a un ado qui va comprendre que quand il a besoin de quelque chose, il va demander. Après, ces parents-là vont me dire, oui, mais il me demande tout le temps plein de choses. Donc, il y a ce juste milieu, et je pense qu'il y a un processus à respecter, même si c'est pas, on va pas dire que c'est la chose à respecter, mais moi, un outil que j'aime bien utiliser, c'est de m'imaginer, en fait, la prise d'autonomie et l'autonomie comme un cheminement qui est que dans un premier temps, on a donné à manger à notre enfant parce qu'il était incapable de le faire, que dans un second temps, on a commencé à lui donner la cuillère pour qu'il commence à manger par lui-même, mais tout en étant à côté, pour qu'au final, l'objectif, c'est qu'il mange seul. Et à une période où il va en mettre partout, le gamin. C'est-à-dire qu'il va être sale, mais il va le manger seul. Et il faut accepter le fait qu'il s'en mette partout pour qu'il puisse s'améliorer dans sa technique. Et finalement, la prise d'autonomie, elle va être dans le même cheminement, c'est-à-dire que sur les sorties, il va y avoir un accompagnement, on va sortir avec son enfant au bowling. Après, peut-être je reprends l'exemple du bowling, j'aime bien le bowling. Du coup, on a été sur cette sortie avec lui. Peut-être qu'après, on va l'accompagner jusqu'au bowling. Nous, on va être dans un endroit un peu déporté, il va être avec ses copains seuls en train de faire sa partie. Et peut-être qu'il y a une première sortie où il va aller au bowling et puis il va se passer des aventures parce que les adolescents, ils adorent se créer des aventures. Oui. Mais il va falloir accepter le fait que ça se passe pas comme nous, on l'a imaginé en tant que parents, mais que par contre, ça soit suffisamment déjà fait dans un lieu sécure et qu'en plus de ça, ça va lui permettre d'apprendre des choses. Et que ce cheminement, il est valable pour l'argent de poche, il est valable pour les sorties, il est valable pour vraiment tous les sujets qui résonnent un peu dans l'autonomie, parce que finalement, c'est un peu ça. Et je pense que c'est un bon fil rouge à donner aux parents pour qu'ils puissent un peu se projeter dans cette façon. Je rebondis simplement sur la notion d'argent de poche. C'est pas une obsession, cette manière de quantifier les choses, mais à partir de quel moment, quel âge on peut sensibiliser l'adolescente au fait de gérer son propre budget Après. Moi, je sais que j'intègre très tôt dans les accompagnements, j'intègre très tôt l'argent de poche. Début du collège, un truc comme ça, je pense, où il peut avoir déjà peut-être des sorties autorisées, où il est en âge de comprendre, que il peut se faire plaisir sur. Oui, déjà la notion de plaisir et de vouloir s'acheter les choses, peut-être aussi déjà la notion de vouloir faire des économies à cet âge-là, où tu gardes un petit peu de ton argent de poche si t'as envie de t'acheter une plus belle chose en fin de mois. C'est moi, je pense pas avoir de problème à ce niveau-là, la gestion du budget, ça peut se faire assez tôt, je pense. Ouais. Et non, en plus, il faut le travailler très tôt. Je pense que même au niveau de l'enfance, il y a peut-être aussi des tâches rémunérées à pouvoir mettre en place. On parlait tout à l'heure de rendre service, ça peut être des choses qui peuvent être rémunérées. Alors souvent, je me fais caillasser moi par mes pairs parce que en effet, on parle peut-être un peu d'acheter les enfants. Pas du tout. Je pense que c'est vraiment donner de l'intérêt à des choses qui seront de nécessité par la suite. Et la valorisation de la tâche ça peut être un aspect monétaire ou ça peut être aussi une récompense de type sortie cinéma, sortie hamburger ou je ne sais pas pour pas citer McDonald's. Et du coup ça peut être de ce type-là. Mais c'est important parce que justement c'est une des valeurs qui est primordiale, notamment avec nos familles françaises, c'est la valeur du travail. Et tout à l'heure on parlait de l'épargne, c'est aussi quelque chose qui est difficile à mettre en place dans l'acquisition de l'autonomie parce que les parents comprennent pas pourquoi l'enfant à qui on donne 10 euros ou 20 euros va tout dépenser en première semaine et va se retrouver les 3 autres semaines sans rien. Je dis, vaut mieux qu'il l'apprenne maintenant, plutôt qu'il en fasse l'expérience quand il sera sur ses premiers revenus, où il va pas avoir cette notion de gestion ou de prévention des risques financiers. Et du coup, vaut mieux qu'il fasse ces erreurs-là et qu'on l'accompagne dans ce cursus-là plutôt que de retrouver le bec dans l'eau. De toute façon, quoi qu'il arrive dans son parcours de jeune adulte ou d'adolescent, il y aura un moment donné où financièrement, il aura des difficultés et qu'il faudra qu'il apprenne par lui-même. Et les conséquences naturelles, il n'y a rien de mieux que pour apprendre par soi-même. Et finalement, l'autonomie, c'est ça, c'est aussi apprendre par soi. On a parlé jusqu'ici d'autonomie, mais lorsqu'un ado devient autonome, est-ce qu'il devient forcément indépendant ou tracer la ligne, j'ai envie de dire. Nos grands ados, du coup, là, ça serait nos jeunes majeurs.
Je pense qu'il y a toujours, si le lien affectif avec les familles est bon, il y aura toujours un lien et il y aura toujours une sorte de dépendance parce que le parent, il n'arrête pas d'être parent le jour où l'enfant part du foyer. Ouais. Du coup, je pense que c'est un lien qu'il faut qu'il conserve. C'est quelque chose qui est intéressant et finalement faire appel à sa mère pour avoir une ou deux gamelles de temps en temps, je trouve que c'est du bon sens. Plus quand c'est la possibilité de le faire, parce que pourquoi s'en priver si ça fait plaisir à l'un et à l'autre. Maintenant, là où c'est difficile, c'est quand justement ce lien n'existe plus pour une raison ou une autre et que l'ado se retrouve sans ressources. Parce qu'on le disait tout à l'heure, l'autonomie, c'est aussi faire appel aux ressources existantes quand on n'est pas nous-mêmes capables de répondre à son besoin. Donc là, en effet, je pense qu'il est primordial qu'il y ait toujours ce lien de dépendance finalement. Allez-y, je vous en prie. Ouais, justement, je voulais revenir sur les questions de ressources. Donc autant que personne ou même les structures ressources, c'est-à-dire que l'indépendance, non, on n'est jamais vraiment indépendant, quoi. C'est juste, il y a toujours ce rapport à l'autre, à l'environnement quand on est autonome. Et en fait, c'est juste avoir conscience qu'il y a ces aides qu'on peut solliciter et être indépendant. Enfin, dans l'idée de l'autonomie, c'est pas être seul, quoi. C'est juste, voilà, profiter un petit peu de tout ce qu'on peut avoir sous la main, si je puis dire, pour avoir de l'aide un petit peu, voilà, des parents ou des pères ou avoir conscience des ressources de son environnement. Ça, c'est important aussi. C'est vraiment ça. Je rebondis sur ce qu'a dit Quentin il y a quelques instants, avec cet exemple d'un adolescent, du coup un vieil entre guillemets adolescent qui s'éloignerait de la cellule familiale pour par exemple poursuivre ses études. C'est moins facile là en tant que parent de garder un petit peu un œil sur ce qu'il devient, sur ses activités. Comment on préparait cette transition pour qu'elle ne soit pas trop brutale en tant que parent, cet envol du nid, quoi, d'une certaine façon? Ben pareil, hein, c'est toute une préparation en amont. Hein. Je pense que là on parle d'une période post-bac. Bah voilà, au lycée on parle déjà. Bah, c'est quoi ton projet professionnel? Est-ce que tu mets de l'intérêt? Est-ce que tu mets du sens? Est-ce que tu es conscient que bah, dans notre ville ça tu pourras pas le faire, donc va peut-être falloir que tu partes. Ça va être toute la semaine, ça va être enfin voilà, tout un mois, tu pourras pas revenir avant. Je pense que toutes les discussions, encore une fois, puis confronter les angoisses réciproques que peuvent avoir de toute façon, enfin les parents ou les enfants. Et de lui dire que voilà, s'il y a des soucis, ben nous financièrement on pourra te soutenir. Après, encore une fois là on est vraiment dans le cas où physiquement on peut pas être avec lui pendant au moins on va dire quelques jours ou une semaine. Donc là la confiance elle est primordiale, je pense. Ouais. Je pense que ça se travaille aussi à travers en amont aussi sur proposer aux ados de partir en séjour, en colo, des choses comme ça. Je pense que ça peut être intéressant, c'est des premiers pas qui sont riches, ou peut-être autoriser des mini séjours entre amis à 16-17 ans sur je sais pas des lacs ou des endroits un peu de proximité, ou ça peut être des premières bonnes expériences qui peuvent permettre à l'adolescent et donc jeune adulte d'avoir un référentiel des difficultés qu'on rencontre quand on est seul et qu'on n'a pas les parents derrière. Et toute la difficulté de la transition de passage aux études, ce qu'on dit comme ça, c'est aussi un rite de passage. Façon, ça va se passer, c'est une évidence, et du coup, c'est inévitable, pardon. Et du coup, si on a expérimenté en amont et qu'on a pu identifier les difficultés de notre adolescent, ou si on a vu ses compétences et ses forces, du coup, il y a plein de choses qui vont être beaucoup plus faciles par la suite. Alors, ça va pas forcément se passer tout bien, mais ça fait partie du jeu. Je veux dire, je pense que même en tant qu'adulte, on fait encore des erreurs, et c'est un apprentissage. L'indépendance et l'autonomie, finalement, c'est un apprentissage d'une vie. C'est-à-dire qu'il y a encore des choses qu'on apprend au jour. J'ai une dernière question pour tous les deux. Je pense qu'elle va vous permettre de faire des analyses intéressantes. Il y a cette question qui revient souvent dans l'esprit des parents, de savoir si par rapport aux générations précédentes, la prise d'autonomie se fait plus tardivement. En gros, le phénomène Tanguy, pour schématiser. Est-ce que c'est une vue de l'esprit, c'est un cliché, c'est une réalité que vous constatez l'un et l'autre? Dans le cadre de mon travail, moi, donc, je travaille en centre d'hébergement et de réinsertion sociale, donc on accompagne les gens qui n'ont plus de solution d'hébergement. On observe un rajeunissement des gens qu'on accueille, en fait. Il y a de plus en plus de jeunes, voilà, qui ont 18-25 ans et qui sont en difficulté et qui sont pas du tout autonomes sur plein de choses du quotidien, sur la gestion de l'argent, sur l'entretien des logements, des choses comme ça. Donc effectivement, on pointe vraiment beaucoup de problèmes à ce niveau-là, et on doit les travailler avec eux pour qu'ils puissent enfin avoir après un projet relogement en toute autonomie. Après, est-ce que c'est l'époque, enfin la conjoncture, je veux dire, c'est-à-dire
que en ce moment le marché de l'emploi il est pas trop favorable au 18-25. J'aurais pas trop de réponses à donner par rapport à ça. Je sais pas, Quentin. C'est le contexte économique, Quentin, ou c'est plus je pense compliqué? en effet, il y a cet aspect économique, et puis il y a aussi un aspect qui est qui joue par rapport au phénomène Tanguy, qui vient l'alimenter, dans le sens où, dans l'esprit des parents, une bonne situation correspond à des longues études. Donc, on va pousser de plus en plus les jeunes à faire des études plus ou moins longues, hein, ce qui fait que, alors, je reviendrai là-dessus tout à l'heure, mais un étudiant pour regard des parents n'est pas encore autonome puisqu'il n'est pas dans le monde du travail. Parce que finalement, la fin de la prise d'autonomie, ça va être prise de travail, donc un emploi stable et un logement à son nom. Ça, c'est les deux grands critères pour juger qu'un enfant a pris son envol. Mais il y a des familles qui maintenant acceptent très bien le fait qu'il y ait des jeunes qui fassent des études, par exemple en médecine, qui sont très longtemps, mais qui sont encore attachés au foyer. Est-ce que ça en fait des personnes non autonomes? Moi, je pense que quelqu'un qui est dans des études de médecine, de par ses études, est très autonome. Puis je parle de médecine, mais je pourrais très bien parler d'autres emplois. Donc, je pense qu'il y a un rallongement, il y a un accès à l'emploi qui se fait de plus en plus tard, ce qui, par rapport à notre façon de voir les choses, peut laisser penser qu'en effet, l'autonomie est poussée. Mais ça se trouve, l'enfant qui va avoir son appartement à 27 ans, il était très autonome dans son hygiène corporelle quand il était enfant. Alors du coup, de quelle autonomie on parle? C'est aussi ça la question. Je pense qu'il n'y a pas forcément de questions et d'inquiétudes à avoir par rapport à si on peut accompagner son enfant dans des conditions, son adolescent, son jeune adulte dans des bonnes conditions, et qu'on est capable de pouvoir l'accompagner jusqu'à ce qu'il arrive à avoir une sorte de stabilité, ça sera déjà une bonne chose. Après, autonome ou pas autonome, ça c'est une question qui finalement, c'est un peu qui doit s'effriter à un moment donné, je pense. Très bien. Merci Quentin, merci beaucoup. Merci Pierre. Merci à vous deux et à très bientôt pour de prochaines émissions.